Bonjour à tous, merci d'accueillir sur cette scène à Buenos Aires en Argentine, Monsieur Gavin Wood. Cheers, Ursula. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Gracias, veramente. Um, C'est vraiment très agréable d'être ici. First, D'abord, je thank voulais you. donner beaucoup de remerciements. As Vous savez, your Polkadot Decode, c'est un événement mondial. Il y a beaucoup d'événements Polkadot Decoded différents à travers le monde. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très dur ces dernières semaines pour, euh, pour que tout fonctionne et que tout ait lieu. Donc j'aimerais que vous fassiez un peu de bruit pour Jimmy et son équipe. Merci beaucoup d'avoir fait en sorte que cet événement se déroule et se déroule de très belle façon. Merci aussi à Alex, Marina, les gars d'Adlib pour nous avoir mis en place ce super festival ensemble. C'est incroyable. Merci également, merci beaucoup à nos ambassadeurs. Vous savez, j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous ces derniers jours, mais ceux que je n'ai pas rencontrés, je vous transmets ma gratitude et oui, gracias, merci beaucoup. Gracias. A ustedes para venir aquí. Bon, aujourd'hui, je vais parler un peu de ce sur quoi j'ai travaillé depuis l'année dernière en fait, et j'espère que ça va bientôt devenir une réalité. Mais je vais faire une petite introduction parce que c'est pourquoi on le fait. Donc la gouvernance est un élément vraiment central de Polkadot. C'est quelque chose que je pense qu'il est raisonnable de dire que nous avons. Vous savez, pour nous, on est vraiment les leaders vis-à-vis de ça. Et on essaye vraiment de pousser des nouveaux modèles de concepts intéressants. On essaye d'expérimenter. Et vous savez très bien qu'on se préoccupe vraiment beaucoup de ça et de Polkadot, de la gouvernance. D'ailleurs, toutes les parachains sur Polkadot dans l'écosystème Polkadot, Dotsama sont intrinsèquement évolutives. C'est une bonne chose. Nous utilisons WebAssembly pour rendre ces choses adaptables, changeantes, évolutives, également dans le temps. Mais pour y arriver, vous savez, tout découle de décisions, de changements, et on doit, il y a des processus de prise de décision qui doivent être élaborés. Donc maintenant, dans les organisations centralisées normales, c'est en général le PDG ou ses délégués qui décident de l'évolution d'un produit au fil du temps. Nous, on ne peut pas faire ça dans un écosystème décentralisé. Non, 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 pas du tout. Hein. Ce serait pas logique et surtout, nous voulons avoir un mécanisme, un processus afin d'arriver à une décision collective. Et, euh, et dans ce protocole qu'on voit évoluer, c'est essentiellement lié à la gouvernance. Donc l'état actuel de la gouvernance, que je présume que la plupart d'entre vous sont plus ou moins familiers avec, parce que bon, si vous ne l'étiez pas, vous ne serez pas là. Donc c'est un système tricaméral, donc il y a trois chambres en fait. Il y a un comité technique, ils ne font pas grand-chose, mais ils ont des pouvoirs. Il y a le conseil qui fait pas mal de choses, qui a beaucoup de pouvoirs. Et finalement, il y a le pouvoir ultime qui reste toujours dans les mains, vous savez, des détenteurs de jetons qui votent quelque chose, qui votent les propositions quand elles arrivent. Et il y a des choses intéressantes qu'on a eu l'occasion de proposer et de mettre en place. Le biais de quorum adaptatif est essentiellement un moyen d'essayer de gérer le quorum, en fait. L'idée qu'il devrait y avoir, vous savez, un quorum comme un taux de participation spécifique, mais aussi le fait qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent à autant de votes. Et nous avons toujours besoin de quelque chose qui fonctionne pratiquement. Le vote par conviction, en gros, je vais y revenir dans un moment, c'est une histoire de délégation. Ok, alors qu'est-ce qui est bon à ce sujet?
bien que vous savez, le vote par conviction, c'est plutôt cool, hein. Il nous éloigne de la pensée traditionnelle qui consiste à dire que si on a plus de pièces, on a plus de pouvoir ou d'influence. Et ça nous amène plus vers le principe suivant, qui est que si vous avez à cœur les intérêts à long terme du réseau, vous obtenez plus d'influence. Cela vous permet de vous mettre dans une parachain ou Polkadot et enfin, en faisant cela, en fait, vous multipliez le montant de l'influence que vous auriez autrement. Et la délégation vous permet essentiellement, via les détenteurs passifs, et ben via cette délégation, de le faire. C'est en quelque sorte la notion de démocratie liquide, où vous pouvez essentiellement déléguer votre pouvoir de vote à quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous êtes certain qu'il prendra les bonnes décisions en votre nom, mais quels étaient les mauvais éléments? Alors voilà, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire que c'est lent. Je veux dire que ça a été conçu pour être lent, afin d'être sûr. Mais vous savez, on ne peut pas enlever le fait que c'est très très lent. Et dans des conditions normales de programmation, il faut environ 2 mois pour qu'une proposition passe par l'étape du vote et devienne finalement promulguée et appliquée. Donc même si c'est plutôt maladroit dans la mesure où on ne peut avoir qu'une seule proposition par référendum, en même temps, donc vous savez qu'on perd beaucoup de temps, donc essentiellement une période de 28 jours où juste une seule chose se passe. C'est pas vraiment très agile, c'est assez inaccessible, comme si vous mettiez une proposition de vote dans le réseau Polkadot, il est possible qu'elle ne sera jamais votée, car comme il y a beaucoup de référendums qui arrivent jusqu'au stade du vote. Et l'élément mauvais de cette sorte de décentralisation, c'est que dans les éléments centralisés, le conseil c'est un élément centralisé. Il vote, donc dans un certain sens, il est responsable, mais néanmoins, vous savez, il y a des individus dont les noms sont en quelque sorte là-haut et ils prennent des décisions qui affectent les gens. Et c'est le risque d'avoir une centralisation. Maintenant, ok, je l'ai mentionné 2 fois, malheureusement, bon, on ne peut pas utiliser le pouvoir magique du HDMI. Je ne peux pas vous montrer la vidéo YouTube, mais elle est bonne, et si vous regardez les diapositives après, vous verrez ce petit bouton bleu. En fait, c'est un lien vers une grande scène d'une comédie appelée Red Dwarf. Probablement pas beaucoup d'entre vous le savent, mais de toute façon, la solution elle est double. Tout d'abord, il faut abaisser les barrières pour faire des choses faciles et bon marché. Donc on fait en sorte que ce soit facile, bon marché à produire, une proposition sur la façon dont notre protocole devrait changer pour ce que le réseau devrait faire, on le rend facile et bon marché. Pour que ces protocoles soient votés, et on rend facile et bon marché, bien entendu, pour que les gens votent. Nous supprimons également ces artefacts centralisés dans la mesure du possible, donc nous supprimons le conseil. Nous supprimons le comité technique, donc c'est super, ça semble facile, hein, c'est un référendum illimité sur tous les sujets en même temps. C'est une photo d'une réincarnation moderne du jeu Missile Command, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, vous avez ces missiles qui viennent du haut de l'écran, et vous avez ces sortes de pistolets au bout de l'écran où vous devez tirer les missiles pour défendre votre ville avant qu'ils ne la touchent. Et ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le jeu avance. Et il y a de plus en plus de choses à l'écran. C'est un peu comme ce qu'on fait, vous savez, avec la nouvelle proposition de gouvernance, dans la mesure où vous savez, si vous pouvez avoir un référendum illimité de tout le monde en même temps, bah, vous allez en quelque sorte potentiellement avoir des mauvaises propositions qui arrivent. Et vous savez que vous avez quand même un nombre limité d'acteurs responsables qui les descendront avant qu'elles ne soient promulguées et qui font quelque chose et qu'elles fassent quelque chose de mauvais sur le réseau. Alors comment on peut rendre tout ça plus sûr? Il y a plusieurs façons de sécuriser ce genre de choses. L'une d'entre elles, c'est de limiter le nombre de décisions actives en même temps, pour qu'il n'y ait pas trop de choses que quelqu'un puisse faire. Puis il y a des choses à considérer. Moins on a de temps pour considérer chacune d'entre elles, plus il y a de chances qu'il y ait que ça se produise en fait, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Si on limite le nombre de décisions, cela réduit évidemment le risque. Mais on peut aussi limiter les possibilités de répercussions possibles de ces référendums, de ces propositions. Donc c'est essentiellement comme réduire la dangerosité de ces missiles qui tombent de l'écran, qui viennent d'en haut. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est d'exiger un taux de participation très élevé et un niveau d'approbation avant que tout cela soit accepté. Permettre à un référendum de passer, et pour ses répercussions, comment dire,
Enfin, nous pouvons aussi augmenter les périodes générales, comme le temps nécessaire pour que ces décisions soient prises. Plus de temps signifie que plus de gens ont le temps de considérer les ramifications, les répercussions, et si elles ont vraiment une bonne idée de pouvoir voter pour ou contre. Nous pouvons augmenter la période avant le début du vote, nous pouvons augmenter la période pendant le vote. Peut-être quand il semble que ça va passer, nous pourrions avoir une période où nous pourrions demander si vous êtes vraiment sûr de vouloir que ça passe. Et nous pouvons même augmenter la période après la fin du vote. Non pas pour le rejeter, mais pour potentiellement l'annuler. L'annuler, mais aussi au cas où des personnes ne seraient pas vraiment d'accord avec ce que la proposition signifie pour le réseau, pour le protocole, et ainsi ils peuvent sortir ou ils peuvent prendre des mesures correctives eux-mêmes. Maintenant, la sécurité et l'agilité, c'est un peu comme vous savez, cette vieille sécurité et la commodité, c'est un échange. Vous pouvez être très sûr mais pas très agile, ou vous pouvez être très agile mais peut-être pas si sûr. La gouvernance version 1 restreint l'activité et introduit la confiance. Via l'introduction de ces corps centraux, elle a limité le nombre d'activités à un référendum par mois. Et c'est devenu une sorte de sécurité pour cette raison, mais nous voulons quelque chose de plus agile, de plus rapide, de plus flexible et de moins centralisé. La gouvernance 2 nous permet d'utiliser beaucoup plus de ces éléments pour rendre la gouvernance sûre, afin qu'on obtienne un équilibre plus optimal. Et un équilibre optimal, bien sûr, est adaptatif. Ça signifie qu'avec différents types de référendums, nous pouvons avoir différents types de mesures de sécurité. Donc ce que nous faisons essentiellement, c'est que nous allons restreindre des choses comme le débit et augmenter des choses comme les périodes de vote, les temps, en fonction de la théorie ou des dommages attendus qui pourraient être causés par un référendum particulier. Si nous pouvons classifier un référendum comme ayant un impact faible, alors nous n'avons pas besoin d'être aussi conservateurs avec nos sauvegardes. Et c'est ainsi que tous les référendums et toutes les propositions ne sont pas égales, en fait. Donc la version 1 de la gouvernance, tout a été traité de la même manière. Pour ceux d'entre vous qui ont une sorte de connaissance technique, il y a dans Polkadot et dans Substrate toutes les parachains construites sur le Substrate, qui je pense c'est le cas de toutes. Hein. Dans ces structures, il y a un niveau de privilège que le code exécute. C'est appelé l'origine. Il y a différentes origines pour différents niveaux de privilèges. C'est un peu comme le type d'utilisateur ou autre sur un système d'exploitation Unix. Donc une proposition est en fait deux choses différentes dans une proposition. Il y a ce que vous voulez faire, l'opération. C'est comme dépenser une centaine de dots de la trésorerie, ce serait de déployer une parachain, faire un nouveau système de parrainage dans ce slot, peu importe. Déployer du code, vous savez différentes choses que vous pourriez vouloir faire à travers la gouvernance. L'autre chose qui compose une proposition, c'est l'origine. En fait, c'est le niveau de privilège avec lequel cette opération sera exécutée. C'est-à-dire que qui ou quoi autorise cette opération, tout d'abord. Parce que la plupart des opérations requièrent une origine particulière, mais pas toutes. Certaines peuvent fonctionner avec plusieurs origines. Un exemple de ça, ce serait l'opération de transfert que vous utilisez tout le temps. Si vous voulez transférer des jetons DOT ou des jetons Kusama, ou tout autre jeton du réseau, de votre compte que vous contrôlez vers un compte, c'est une opération. C'est une opération appelée transfert. Vous l'emballez dans une transaction et vous l'envoyez au réseau. Il vérifie et il dit « Ok, qui autorise ce transfert ?» Et ensuite, l'origine, qu'il vérifie, et c'est le compte de l'utilisateur. L'origine signée. Cela signifie que vous avez signé la transaction. Que vous avez prouvé que c'est vraiment vous qui voulez et qui avez initié ce transfert. Et il s'assure que cette preuve est là, que l'origine est signée. Maintenant, ce que nous faisons dans la gouvernance aussi, c'est que nous disons, regardez, il y a beaucoup de types différents d'autorisation d'origine, qui font beaucoup de choses différentes, qui autorisent beaucoup de choses différentes. Certaines d'entre elles ont un impact très fort, d'autres ont un impact beaucoup plus faible. Et nous avons une piste différente, un type différent de tuyau, de pipeline, pour chaque type d'origine. Et chacune de ces pistes peut avoir des paramètres différents, des seuils différents.
Et nous pouvons nous assurer que ces paramètres, ces seuils, sont moins stricts pour les voies qui ne peuvent laisser passer que des choses à impact relativement faible et qui ont des seuils beaucoup plus élevés. Les paramètres plus conservateurs, des seuils plus élevés pour celles qui sont intrinsèquement plus dangereux, notamment. Donc, pensons à certaines origines issues des racines en fait de l'origine, toutes puissantes, dans les chaînes substrates, Polkadot, Kusama. Toutes les chaînes que vous savez, c'est ce que tout est exécuté avec l'ancien système de gouvernance en fait. Donc un seul niveau, c'était le super niveau utilisateur racine en route. Ce qu'il peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut. On a d'autres origines comme parachain, les administrateurs de parachain. On peut créer par exemple une nouvelle parachain. Si on veut déployer une parachain, vous n'avez pas besoin d'être capable de faire quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être capable de faire cette chose et c'est permis pour l'administrateur de la parachain. Un big spender ou un gros dépensier, entre guillemets, c'est une autre origine. Ça peut dépenser un tas de jetons de la trésorerie, ça peut typer, donner des pourboires. C'est comme un super dépensier, voilà, il peut transférer juste un peu plus, juste quelques jetons de la trésorerie. Enfin, chacune de ces choses, vous voyez, est différente. Et l'impact de pouvoir potentiellement faire n'importe quoi est beaucoup plus élevé que l'impact de pouvoir. Être capable de dépenser, je ne sais pas combien d'IDOT de la trésorerie, c'est pas énorme, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc le genre de choses qu'on peut personnaliser dans ces pistes de référendum, il y a les périodes de préparation, c'est-à-dire combien de temps il faut avant le vote, avant que le vote ait lieu, cette période de confirmation, une fois qu'un référendum apparaît et que c'est bon, ça sera adopté. Donc combien de temps faut-il avant que nous l'approuvions, qu'il soit soumis au référendum? Les exigences en matière de participation, d'approbation, donc en gros le pain et le beurre d'un système de vote, combien de personnes ont le droit de voter? Combien ont pris la peine de voter et combien d'entre elles veulent vraiment que le projet soit adopté. Ensuite, combien de référendums peuvent avoir lieu en même temps? Il y a certaines choses, si elles sont faibles, ne peuvent pas être approuvées ou auront vraiment peu d'impact. Vous pouvez en avoir beaucoup qui se déroulent en même temps, et ça n'a pas vraiment d'importance, puisque l'impact est faible. Par contre, si l'impact est très élevé, vous pouvez peut-être restreindre le nombre pour que seulement quelques-unes ou même qu'un seul référendum puisse se produire. Regardons donc le cycle de vie d'un référendum dans la version 2 de la gouvernance. Il y a plusieurs étapes que nous allons passer en revue. La première étape, c'est la suivante. Je propose que je mette le chapeau de cow-boy. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est la chose la plus cow-boy qui soit pour le moment. Toutes les autres choses sont quasiment décidées, pensées et considérées que c'est un cow-boy. Ça n'a pas d'importance. On va avoir des tas de propositions. On les amène, pas de limite au nombre de propositions. Par contre, pas de limite au nombre de propositions totales en fait. Tout le monde peut proposer un référendum à tout moment. Dès que vous proposez un référendum, tout le monde dans l'écosystème de votre chaîne peut voter dessus. C'est comme une barrière à l'entrée, ultra basse. Le montant de dépôt, c'est le minimum requis avec lequel on peut s'en sortir très rapidement pour éviter que la chaîne ne saute. Donc c'est très faible, c'est très facile. Ensuite, on devient sérieux. Donc une fois qu'on a toutes ces propositions, tous ces référendums que les gens font, sur lesquels les gens votent, nous devons décider si un référendum doit passer. Si un référendum où ces propositions restent indécises, les gens peuvent voter dessus. Mais nous n'allons pas prendre de mesures pour le moment. 3 choses doivent se produire avant que nous soyons prêts à agir. Donc la première chose est qu'un deuxième dépôt doit être payé. Il n'est pas nécessaire que ce soit la personne qui a déposé le référendum original, il peut s'agir de plusieurs personnes qui se réunissent et qui versent ce dépôt. Mais le but de ce dépôt, en fait, surtout, c'est avoir une capacité limitée pour avoir des référendums qui sont activement, qui sont à fort potentiel, fort risque, donc potentiellement en train d'être décidés. Donc, ce dépôt supplémentaire, est aussi là pour empêcher certaines structures de donner, d'être spammées, tout simplement. Après, il y a une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nous devons nous devons permettre que la période d'introduction se termine. C'est-à-dire l'assemblée des électeurs, les détenteurs de jetons, puis les décideurs, les votants, ont besoin d'obtenir un certain degré d'information. Selon cette piste, un certain degré de notification,
comme vous savez comment cela se passe, hein. Et enfin, la piste a une capacité, c'est-à-dire la capacité est en fait le nombre maximum de référendums qui peuvent avoir lieu à la fois, en même temps sur cette piste. Les pistes sont entièrement indépendantes. Certaines pistes auront une capacité très élevée, par exemple la piste du tipeur qui peut dépenser les 10 dots de trésorerie. On peut avoir des milliers de propositions de ce type-là, ça n'aura vraiment aucune importance. Si un des pourcentages est passé, c'est comme si quelqu'un n'avait pas remarqué que c'était passé, ça n'a pas d'importance. Ça en a par contre énormément si c'est une proposition de mise à jour. Ça a de l'importance et c'est au niveau de la racine de l'écosystème, de la blockchain. À ce moment-là, on doit vraiment s'assurer que chaque proposition est bien considérée. Nous avons une faible capacité de décision, donc une fois que ces 3 propositions ont été examinées, ces 3 choses ont été remplies, on passe à la prochaine chose qui peut y avoir, et c'est ce qu'on appelle une confirmation. Donc c'est en fait votre sécurité. S'il y a un référendum qui est mauvais et sur le point de passer, pour une raison quelconque, peut-être que les gens étaient en vacances, peut-être que les gens étaient occupés à écouter le discours de quelqu'un, et un type arrive et bam, il lance un référendum douteux, personne ne s'en aperçoit, ils votent pour eux-mêmes, et là ça devient maintenant, ça va passer. Donc non. On passe à cette nouvelle étape qui confirme ce qui suit. En fait, ça nous permet de voter contre un référendum avant qu'il ne passe devant le Parlement et que ça termine le processus. Donc une fois qu'il est passé, il doit continuer à passer une certaine période que nous appellerons période de confirmation. Certaines pistes ont une longue période de confirmation. Certaines ont de longues périodes parce qu'elles ont un fort impact sur la blockchain. D'autres qui ont un faible impact auront des périodes de confirmation beaucoup plus courtes. Tout dépend en fait de l'impact sur la racine. La période de confirmation, elle peut être de 2 jours. Donc une fois qu'un référendum commence à passer, il doit rester en place pendant 2 jours. Et si pour une raison quelconque, il ne passe plus, par exemple si un groupe de personnes vote non, énormément de votes non, et que ces personnes changent d'avis, c'est-à-dire qui vont convaincre d'autres personnes que ce référendum n'est pas correct, alors le référendum sera retoqué, il sera renvoyé. Il faudra en refaire un autre, tout simplement. Donc cette période de confirmation, il faut que ce soit confirmé donc, pendant 2 jours entiers. Maintenant, les référendums controversés iront probablement dans cet état et ressortiront et reviendront, donc c'est tout à fait probable. C'est un cycle en fait, c'est un cycle entre les gens, et puis d'autres personnes arrivent, le vote diminue, peut-être que d'autres personnes arrivent et votent plus en faveur, et ainsi de suite, au fur et à mesure que le débat aura lieu, que le référendum sera combattu pendant sa période de confirmation. Il entrera et sortira de ce cycle, comme s'il passait. Mais il doit absolument passer cette période de confirmation complète avant de terminer complètement son cycle de référendum et d'être appliqué. Alors, qu'est-ce qu'on entend par adopter ou qui passe ? Il y a 2 éléments que nous mesurons sur un référendum. Nous mesurons continuellement ces éléments. L'un d'entre eux, c'est le soutien. Donc le soutien, c'est un peu comme le taux de participation. C'est un jeu qui est en fait une version théoriquement saine du taux de participation. Mesurer le taux de participation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui votent par rapport au nombre total de votants. Le nombre total de votants qui pourrait être exprimé. C'est que si vous votez contre, donc vous ne voulez pas que quelque chose passe, vous devez décider si vous allez voter oui ou non. Ainsi, tu augmentes le taux de participation, tu fais en sorte que le référendum soit comme plus légitime en fait. Plus il y a de gens qui votent, mieux c'est. Vous le poussez à passer en votant non, et donc c'est un peu plus problématique. Donc pour déterminer le soutien, on ne compte pas les votes négatifs en fait. Les votes négatifs, on compte que les votes positifs, et ceci, le nombre positif en proportion en fait par rapport au total de votes exprimés. Donc c'est mesuré en ignorant la condamnation, l'aspect négatif, parce que nous voulons mesurer uniquement le nombre de votes positifs, la légitimité. Nous voulons mesurer combien de votes sont effectués. La deuxième chose que nous mesurons, c'est l'approbation. Actuellement, l'approbation, c'est le nombre total de votes positifs, en tant que proportion du nombre total de votes exprimés. Et c'est après la condamnation, donc c'est après que vous avez pu renforcer vos votes en vous verrouillant sur le réseau, quel qu'il soit. Nous comptons les condamnations afin de nous assurer que nous mesurons un taux de participation global. Et le sentiment général des individus qui votent en fonction des intérêts à long terme du réseau que nous mesurons vers l'intérêt à long terme, en fait, tout simplement.
Maintenant, la chose intéressante est que les seuils que nous exigeons pour qu'un référendum soit adopté changent avec le temps. Au début, les seuils sont élevés. À la fin, les seuils sont aussi bas qu'ils peuvent l'être, sans compromettre nos limites démocratiques. Alors pourquoi ? C'est très simple en fait. Cela nous permet d'être très agiles. Dans notre processus de référendum, il nous permet essentiellement de dire que si une proposition est non controversée et qu'elle est très bien soutenue, tout le monde sur le réseau pense que c'est une bonne idée. Donc, il n'y a aucune raison nous devrions la laisser passer plus vite, plus tôt, qu'une proposition qui, elle, va être controversée, et pour laquelle il y a peut-être beaucoup de participation, mais peu d'approbation. Ou peut-être qu'il y a beaucoup d'approbation, mais que peu de gens ont voté. Dans ces cas-là, on veut accorder plus de temps pour permettre au réseau de se faire une opinion plus réfléchie. Mais si l'opinion est très, vous savez, très très claire, le sentiment à travers le réseau est très clair, cela nous permet de mettre fin et de terminer le vote et de commencer le processus de promulgation beaucoup plus rapidement. Et donc, vous savez, procéder à un rythme plus rapide en termes de changement du réseau. Voici un exemple pour le support. Donc, c'est le support, si vous vous rappelez, c'est le nombre de votes d'approbation ou de votants en proportion totale. Le nombre maximum de votes ou de votants et la courbe à laquelle on peut s'attendre. C'est une courbe qui commence à environ 50%. Donc 50% et pas, pas 100% en fait, comme on pourrait le dire. Attendez une minute, mais pourquoi ça commence pas à 100%? C'est que nous avons fait initialement, jusqu'à ce que le scientifique en chef de la Fondation Web3 nous fasse cette remarque, on était à 100%. Et la courbe d'approbation, ça commence à 100%. Les votes qui sortent, les maths fonctionnent. Alors n'hésitez pas à me poser la question hors ligne, je vous expliquerai ça avec beaucoup plus de détails, mais là, c'est un peu compliqué. Donc on commence avec environ 50% de votes éligibles qui doivent être exprimés en faveur au début du droit de vote. Alors, en fait, nous avons une limite stricte de 28 jours, après 28 jours. Donc nous sommes descendus à notre niveau le plus bas. Donc nous avons commencé à 50 et nous sommes peut-être descendus à 10 maintenant. Ce sont des paramètres qui différeront suivant les pistes. Différentes pistes peuvent avoir des courbes différentes, bien entendu. Certains vont chuter très vite, d'autres vont rester élevés pendant longtemps. Un exemple de courbe d'approbation qui commencerait à 100, ce qui signifie que tous ceux qui votent doivent être en faveur du projet. Donc c'est quasiment impossible d'arriver à ça. Mais au fil du temps, ça va diminuer, jusqu'à ce qu'on arrive à 50 ou juste en dessous. À ce moment-là, ce que nous disons, c'est qu'il doit y avoir une majorité en faveur de la proposition. Mais si c'est seulement une très mince majorité, alors il faudra 28 jours avant que le réseau ne l'accepte. 28 jours pour que d'autres votes négatifs arrivent et essayent peut-être de la faire descendre en dessous de la majorité. Parce qu'en fait, nous voulons être sûrs que, comme je l'ai dit, si 28 jours se passent, et si, voilà, c'est très débattu, on arrive au bout des 28 jours, et sans que la proposition soit votée, alors elle est automatiquement rejetée. Par défaut, elle sera rejetée. Donc après 28 jours, elle est rejetée si elle n'y arrive pas à dépasser cette limite d'approbation. En fait, la seule façon pour qu'elle soit approuvée ou acceptée, c'est qu'elle passe cette période de confirmation à un moment donné dans les 28 jours. Et c'est de deux façons que cela. C'est les seules deux façons dont ça peut se terminer en fait. Soit ça se termine tôt avec une approbation rapide, soit ça va jusqu'à 28 jours, ça les dépasse et ça échoue. Donc si elle est approuvée après, elle est programmée pour être exécutée. C'est ce qu'on appelle tout simplement une période de mise en œuvre. Alors c'est un concept de gouvernance de la version 1 qui est déjà en place ici. Il y a une période minimum, mais pas de période maximale. Si vous voulez proposer quelque chose qui arrivera dans 10 ans, par exemple, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a une période minimale.
Vous ne pouvez pas proposer quelque chose avant cette promulgation. Mesure de sécurité. Alors, qu'en est-il des interventions? Si quelque chose se passe et que vous vous rendez compte avant qu'il ne soit promulgué que c'était dangereux, que c'était mauvais, que quelqu'un découvre un bug, par exemple, dans une mise à jour, dans le code, les interventions sont en quelque sorte intéressantes. La réalisation est que, et bien que les gens agissent dans le meilleur intérêt du réseau, il arrive que toutes les informations ne soient pas disponibles et qu'il soit difficile de les obtenir. Finalement, il y a comme un temps de coordination en fait. Supposez que vous soyez à une demi-journée de l'adoption d'une proposition, que vous ayez une période de confirmation et qu'un bug soit découvert. Tous ceux qui ont voté en faveur de la proposition seraient contre si on leur donnait assez de temps pour comprendre et pour être au courant. Et s'il n'y a pas assez de temps, alors qu'est-ce qu'on fait? On autorise une possibilité d'intervenir qui est en fait une origine spéciale de l'annulation de la proposition ou potentiellement une origine de retard de proposition qui peut intervenir dans beaucoup de cas, plutôt que la plupart des autres origines. Donc les délais étant beaucoup trop courts, et beaucoup plus courts, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle annule ou reporte un autre référendum. Ce qui permet au réseau en fait de revenir et de se corriger en toute sécurité. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la gouvernance? Une délégation trop agile. Alors vous êtes certainement familier avec le processus de délégation. C'est ce que nous apportons à la gouvernance et alors moi je suis vraiment très content de cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité que, à mon avis, toutes les démocraties devraient avoir. Alors, je pense que nous sommes certainement l'un des premiers groupes, si ce n'est le premier, à l'implémenter réellement. Donc, à Polkadot, nous sommes essentiellement familiers avec le concept de délégation. C'est comme si vous pouviez choisir quelqu'un et lui donner votre droit de vote, en fait, tout simplement, parce que vous pensez que ses intérêts sont alignés avec les vôtres, ou que ces résultats de vote sont en quelque sorte quelque chose que vous êtes tout simplement d'accord avec lui et vous êtes sûr qu'il sera d'accord avec vous. Donc vous attendez à ce qu'il vous représente de la meilleure façon possible et que ce soit bon pour vous. Bon, malheureusement, chaque vote en fait est différent et il est possible que cette personne avec qui vous étiez d'accord jusqu'à présent ne soit pas d'accord avec vous sur un autre sujet. Chaque personne vote pour des choses différentes et de manière différente. Une proposition contre une chose dans une démocratie, vous pouvez être d'accord avec le politicien, mais pour un autre sujet sur lequel il doit voter, vous pouvez être pas du tout d'accord en fait avec eux. Donc le problème, c'est que dans ce cas-là, je donnerai mon vote à ce parti, par exemple sur les questions d'environnement, mais sur les questions de droit civil, je donnerai mon vote à un autre parti. Il n'y a vraiment aucun moyen de faire cela dans les systèmes de vote traditionnels en fait. Il n'y a même pas moyen de le faire dans les systèmes plus récents, comme les systèmes de délégation de type démocratie liquide agile. Maintenant, il y en a un dans Polkadot. Tous ceux qui utilisent la gouvernance 2, pour différentes origines, vous pouvez avoir un délégué différent, suivant le sujet. Vous pouvez donc déléguer à une personne, une organisation ou un électeur quelconque, pour le pourboire, pour les tips, vous pouvez déléguer à un autre pour les mises à jour du réseau. Vous pouvez déléguer à une autre personne pour les tentatives de sauvetage controversées, à une autre pour les dépenses de trésorerie. Vous pouvez déléguer à un autre pour le déploiement des parachains, toutes les différentes origines. Et je ne sais pas, mais c'est comme si c'était infiniment extensible. Vous pouvez déléguer à un individu différent maintenant. Vous pouvez dire que je m'en soucie pas vraiment et que je peux déléguer à une seule personne. Après, c'est libre à vous. Mais si vous voulez déléguer à deux personnes, vous pouvez déléguer à une sorte d'ambassadeur local pour les conseils, des astuces. Vous pouvez déléguer à Parity Technologies pour les mises à jour du réseau. Vous pouvez le faire. Certaines choses que nous allons apporter ne seront pas dans la gouvernance initiale. Elles seront dans une mise à jour ultérieure. Notre délégation passive, il y a une autre qui est liée à cela. C'est essentiellement... vous, en tant que détenteur de jetons, vous n'avez pas besoin d'envoyer une transaction pour déléguer votre droit de vote à un tiers. Vous pouvez le faire gratuitement, en fait. En fait, votre portefeuille peut le faire pour vous, sans que vous ayez à faire grand-chose. Il vérifiera à qui vous voulez déléguer. Alors, j'espère que tous les portefeuilles de l'écosystème le feront. Là, je pense à Talisman, notamment, à Subwallet, etc. Mais oui, c'est une façon de dire...
Je suis d'accord pour que ce compte utilise le pouvoir de vote de mon compte, et vous pouvez le faire sans payer de frais de transaction. C'est comme un appel en PCV en fait. Ils paient les frais de transaction s'ils prennent la peine de prendre vos votes en tant que pouvoir de vote délégué. En plus de cela, il y a la dédélégation gratuite. Ce qui signifie, en combinaison, c'est que les portefeuilles, lorsqu'ils intègrent ces fonctionnalités, peuvent avoir une friction très très faible, qui ne nécessiterait pas que l'utilisateur dépense de l'argent et potentiellement en arrière-plan, qui permettent aux utilisateurs et aux portefeuilles de dire hey, ces entités de l'écosystème, ces individus, ces organisations ou tout autre avec lesquels vous voulez vous aligner pour voter sur le réseau, alors l'utilisateur n'aurait pas besoin en fait de se préoccuper des coûts de délégation. Il n'aurait pas besoin de transporter des données en fait. Le portefeuille pourrait effectuer toutes les transactions sous-jacentes de la même manière, comme une partie du back-end en fait. Il n'y aurait pas de modification de l'expérience globale de l'utilisateur. Alors, peut-être que nous le ferons aussi. Je veux dire, on a beaucoup de réflexions à ce sujet chez Parity. Alors, c'est pas quelque chose que nous avons déjà fait. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur le sujet. Mais peut-être que nous pourrions aussi introduire des incitations à la participation. Par exemple, dans la gouvernance, c'est une question épineuse avec... il y a des arguments... il y a clairement des arguments des deux côtés. Alors parlons un peu de la gouvernance. Vous savez, dans les cas normaux, c'est une affaire assez décontractée. Plusieurs jours passent, vous regardez, ça a l'air cool. On vote pour ou contre ce qui se passe en cas d'urgence. Bon, il y a une ou deux urgences dans le passé, avec, par exemple avec le réseau Kusama. Qu'est-ce qui se passe quand l'heure tourne? De faire passer quelque chose rapidement, comment vous allez faire? Alors la solution générale est que si nous voulons accélérer les choses, nous devons donc assurer que l'origine a un faible impact. Donc la proposition est sûre de ce point de vue-là. Alors on aimerait aussi savoir au niveau que le temps est critique en fait. Comment faire pour être certain que cette proposition est sûre? Vous savez, comme je l'ai dit, l'origine a faible impact. Mais parfois, pour réparer quelque chose en cas d'urgence, il faut vraiment pouvoir faire n'importe quoi. Il faut faire une mise à jour du code. Il faut changer, je ne sais pas, bricoler des trucs dans l'état. Comment s'assurer qu'une proposition est sûre et qu'elle est critique en termes de temps? La chose la plus évidente à faire, en fait, c'est de l'auditer. Donc on va auditer en fait cette information. Donc on fait appel à des experts ou à des personnes qualifiées pour dire au réseau que c'est sûr, pour être certain que cette mise à jour, que cette proposition va être correcte, que c'est bon. Parce qu'on va l'envoyer sur une piste rapide, donc il faut très rapidement le faire. Donc les experts en information, ça peut être facile comme un 2, 3, 4. Hein. Si les gens s'y connaissent bien, suivant le niveau d'expertise de chacun, ça permet à tout le monde d'enregistrer, de faire passer son sentiment et d'agréger le tout. 2-3 fois, c'est super facile, ça peut être super rapide. Les blockchains, vous savez, sont vraiment bonnes pour ça. Une chose moins facile, beaucoup moins facile, et même assez difficile, c'est comment est-ce qu'on fait? On introduit un autre corps et on essaye de résoudre ce problème. On essaye de trouver une sorte de solution d'une manière saine du point de vue de la théorie du jeu. Le nom de ce corps, c'est la fraternité Polkadot, Fellowship. Je ne vais pas faire un grand discours sur elle maintenant, parce qu'elle mérite clairement son propre discours. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, mais bon, en bref, c'est un groupe de membres, donc hors blockchain, et on va tout simplement reconnaître le niveau d'expertise de ces membres, et on va les indemniser. Ces gens qui auront une connaissance approfondie de Polkadot, du réseau, du protocole, qui souhaitent agir pour ses intérêts généraux et dans sa philosophie, seront reconnus. Donc c'est donc en fait une organisation de classement assez identique aux organisations d'arts martiaux où vous avez des dan, des niveaux si vous faites des arts martiaux. Les bonnes organisations d'arts martiaux
ont tendance à avoir une structure claire. Au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, un certain programme avec des exigences en termes de comportement et de niveau d'expertise en fait. C'est ça dans les arts martiaux et c'est ce qu'on souhaite, c'est basé sur ça en quelque sorte, Fellowship, Polkadot. Donc en fait ce sera tout simplement l'examen par les pairs pour que les débutants ou les apprenants passent les niveaux. Et lorsque vous arrivez au sommet et que votre influence augmente, cela devient limite un référendum général afin de pouvoir essentiellement éviter que ça devienne une clique, enfin un processus minimal, voilà, que ce soit contrôlé que par certaines personnes. Donc il y aura une barrière minimum d'entrée, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'enregistrer en tant que candidat à des exigences claires à chaque niveau pour le niveau d'expertise, ce qui doit avoir été réalisé. Alors l'énorme quantité de membres est capable de gérer techniquement avec l'idée, étant donné que nous visons peut-être obtenir des dizaines de milliers de membres. Alors c'est trop ambitieux pour la première année, pour les 2 années à venir, mais on espère arriver à environ une centaine. J'espère que nous pourrons avec le temps arriver à des milliers. C'est assez cool, hein, la palette pour ceux d'entre vous qui sont ceux qui sont familiers avec la palette Substrate, qui écrivent du code dessus, la logique qui est implémentée, tous ces trucs de référendum, toute cette gouvernance. Comme les pistes et la délégation, le multirôle, les origines, tous ces trucs qui fonctionnent non seulement avec la conviction de voter pour les personnes qui détiennent les jetons en tant que votants, mais aussi pour ça, pour la fraternité, la fellowship. En fait, il y a 2 instantations différentes du référendum. L'une d'entre elles est pour les détenteurs de jetons et l'autre est pour les membres de la fraternité. C'est comme ça que ça sera en fait. L'idée est qu'il n'y a qu'une seule fraternité Polkadot, une seule fellowship, qui couvre le protocole Polkadot, parce que bon, Kusama utilise le protocole Polkadot, c'est quasiment identique. Donc la fraternité sera aussi sur le réseau Kusama. Mais on n'aura qu'une seule fraternité sur les 2 réseaux. Donc maintenant la fraternité est impuissante, et ça je veux le souligner, hein, cette fraternité n'est pas un organisme qui peut faire quoi que ce soit directement pour le protocole Polkadot. Aucun des protocoles, à aucun des réseaux. Elle n'a pas le pouvoir de changer les règles du jeu. C'est la seule chose qu'elle peut faire, c'est déclarer, c'est dire ce qu'elle pense au sujet d'une proposition particulière, être sûr qu'elle est correcte, être critique en termes de temps. C'est un oracle en fait, rien de plus. Maintenant, elle va placer ses propositions sur une liste blanche. La liste blanche, en fait, il y a une palette, hein, palette de liste blanche, hein, palette whitelist palette. Elle contient cette whitelist, cette liste blanche, pardon. Maintenant, il y a une origine de gouvernance spéciale appelée whitelisted route. Donc, c'est une route de liste blanche. Elle a sa propre piste. Sa piste est plus agile que qu'une autre piste classique. Elle va être plus rapide. Aussi, elle va être plus indirecte parce qu'elle est très dangereuse. Mais toute la piste qui va mener vers des modifications sur les racines, sur les fondamentaux, ça va être beaucoup plus dangereux. Donc forcément, ça va être beaucoup plus lent. Les éléments sur la racine en liste blanche peuvent finalement être exécutés avec des privilèges au niveau racine. Hein. Ils doivent être whitelistés, ils doivent être confirmés. Et le fait est qu'ils doivent être sur une liste blanche les rend intrinsèquement moins dangereux. Ce système de validation rajoute une couche de sécurité. Il nous permet donc d'avoir une piste paramétrée de manière moins conservatrice pour que les référendums fonctionnent. Si une proposition, pour une raison quelconque, est exécutée avec une route en liste blanche, et pourtant elle n'était pas sur la liste, elle ne fait rien, elle s'évapore. Donc il y a quelques autres changements que cela apporte, hein. Il n'y a pas de conseil, comme la trésorerie ne fonctionne pas vraiment, parce que c'est les conseillers en fait, qui décidaient des dépenses de la trésorerie avant. Hein. Le mécanisme de pourboire ne fonctionne pas vraiment, parce que c'était les conseillers qui décidaient de l'allocation des pourboires. Et bien maintenant, les dépenses de trésorerie et les pouvoirs fonctionnent de la même manière. Ils ne font que dépenser l'argent de la trésorerie, en fait. Et nous faisons pour les deux ce que nous faisons pour tout le reste, c'est-à-dire un référendum. Mais ce qui est bien, c'est que les référendums sont maintenant si souples qu'il est possible de travailler rapidement. Le calendrier de déploiement, ou du moins sur la proposition du déploiement de la gouvernance 2, est imminente. Le code est prêt à être implémenté et la gouvernance est prête. Maintenant, on est dans l'audit, hein, donc l'audit,
est sur le point de commencer. Mais on va pas aller trop loin dans ce domaine, hein. Alors, bien sûr, ça commencera sur Kusama, hein, sur notre réseau précoce. Et oui, une fois qu'il sera fusionné, il sera dans une proportion de mise à jour sur notre réseau Canary, hein. Alors attendez-vous à le voir très bientôt. Pour le déploiement initial, nous ne supprimerons pas la gouvernance 1. En fait, les gouvernances vont coexister en parallèle. Une fois que nous serons satisfaits de la gouvernance 2, que tout fonctionne correctement et que nous aurons un peu plus confiance en elle, nous lancerons un référendum sur la gouvernance afin de supprimer la gouvernance 1. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je viens de terminer mon exposé. Je vous dis à bientôt.